j'ai choisi avec la fantaisie un sujet très large, même s'il correspond à mes spécialisations de recherche, pour vous introduire à cette question du médiévalisme, c'est-à-dire, comme Hélène vient de le rappeler, des résurgences modernes et contemporaines du Moyen-Âge, ou plutôt de ce qu'on appelle, de ce qu'on perçoit aujourd'hui comme le Moyen-Âge, et qui est le fruit d'une longue construction, d'une élaboration, donc à la fois érudite, par le biais de la philologie, de l'historiographie, de l'analyse littéraire, mais aussi et peut-être surtout d'une élaboration créative, c'est-à-dire toutes les fictions qui disent renvoyer au Moyen-Âge, les romans, films, séries, jeux, BD, qui prétendent s'y dérouler ou qui s'y réfèrent de manière plus lointaine, puisqu'on peut aussi avoir de la SF qui fait référence au mythe arthurien, par exemple. La fantaisie y tient une grande place. La fantaisie, depuis sa naissance à la fin du XIXe siècle, et surtout depuis son explosion qui se situe au tournant du XXe, XXIe siècle, va tenir une place très importante dans le renouveau contemporain du médiévalisme, puisque ce genre multimédiatique et très populaire en est un des foyers de résurgence les plus massifs. La fantaisie, c'est le centre, le cœur de ce Moyen-Âge imaginaire qui pourrait être l'autre nom du médiévalisme. Quand on parle de réception du Moyen-Âge dans les productions culturelles contemporaines, c'est très largement la fantaisie, en fait, qui s'impose à nous à travers ces énormes succès publics. Et même si, à force d'étendre ces frontières pour y inclure sans cesse de nouveaux cadres et de nouvelles époques à explorer, parce que c'est loin de se limiter au Moyen-Âge, reste que, c'est vrai, les plus grands représentants de la fantaisie, J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling, George Martin, les œuvres les plus emblématiques du genre, ce qu'on peut considérer comme le cœur du genre, relèvent bien de ce qu'on appelle fantaisie médiévale ou bien fantaisie épique. On peut aussi rencontrer l'expression de medfan, qui est une abréviation de médiéval fantastique. Alors en fait, c'est une expression française, malgré ce drôle de son anglais. Fantaisie aussi, je le prononce à la française et je l'écris comme ça parce qu'on l'a acclimaté de cette manière. Et medfan, c'est une expression qu'on réserve davantage au domaine du jeu, où ce mélange entre le médiéval et le fantastique est absolument omniprésent. Donc, on désigne ainsi, fantaisie médiévale ou medfan, des œuvres qui comportent souvent de nombreux opus, quel que soit le ou les médias qui les abritent, où se développent de vastes récits, se rejouent des luttes immémoriales. Elles se déroulent dans des univers eux aussi très vastes, d'autres mondes le plus souvent, où la magie règne. Elle remplace la technologie, en fait. Et ces mondes parallèles mais anciens appellent plus ou moins directement l'image du Moyen-Âge occidental essentiellement, du Moyen-Âge sino-japonais plus rarement, comme référence première. Le médiévalisme, la présence du Moyen-Âge dans la fantaisie, c'est aussi, je le signale dès maintenant et j'y reviendrai pas, avec cette bibliographie introductive qui se limite aux ouvrages disponibles en français, c'est un des premiers axes qu'ont emprunté dans l'ère francophone les travaux critiques consacrés à la fantaisie à l'université. Ça fait donc depuis le début des années 2000, en partie à mon initiative, avec plein d'autres collaborateurs que vous voyez ici, que se sont développées ces études académiques sur la fantaisie. Et c'est beaucoup la question du Moyen-Âge dans la fantaisie qui a retenu l'attention, vous le voyez, souvent grâce à des médiévistes, des spécialistes du Moyen-Âge en lettres, en langue ou en histoire, qui se sont emparés de ce genre contemporain par goût personnel, parce que toute la dernière génération de médiévistes, c'est peut-être encore votre cas, est venue au Moyen-Âge à travers la fantaisie. Et les médiévistes donc, y ont repéré un excellent vecteur pour amener leurs étudiants à des lectures plus érudites. Ça ne se produit pas toujours. Et bon, pour moi, on peut très bien en rester à la fantaisie, et c'est bien aussi. Mais c'est, voilà, en tout cas, c'est l'idée d'avoir une transmission du Moyen-Âge par ce médium populaire et plaisant.
Alors ça, c'est le plan de mon intervention, donc je vais traiter forcément ces 3 points rapidement. Les 2 premiers explorent sous 2 angles, en fait, la présence du Moyen-Âge en fantaisie, en présentant d'abord les grands motifs, les grandes structures communes, à partir de la catégorie du merveilleux. Et puis ensuite, selon le point de vue de l'histoire littéraire, l'histoire du genre, parce qu'elle explique en bonne partie cette omniprésence des motifs médiévalistes. Ça vient tout simplement des premières œuvres du genre qui ensuite ont été imitées. Et je développerai ensuite davantage, une sorte de conclusion, l'idée que le Moyen-Âge est davantage revisité et moins revisité pour lui-même et fonctionne davantage comme une sorte de paradigme d'un passé enchanté et disparu, puisque Hélène disait que c'était une des questions, pourquoi ce Moyen-Âge, ce succès encore du Moyen-Âge aujourd'hui. Voilà, un premier élément de réponse aujourd'hui et puis dans les autres cours à suivre. Alors, la fantaisie, c'est une littérature du merveilleux. Je ne la définirai pas davantage qu'au fur et à mesure en parlant, mais elle se présente donc comme la résurgence, au temps de la modernité, des récits merveilleux qui sont à l'origine de nos cultures. Que ce soit les épopées, les mythes, les contes, le folklore. Et une grande part des modèles qu'elle va pouvoir retravailler, qu'elle va pouvoir solliciter, se trouve associée au Moyen-Âge. Une littérature du merveilleux, donc, qui se rattache à cette catégorie esthétique ou à cet effet qu'on appelle le merveilleux, qui repose, pour le dire vite, sur une acceptation non problématique de la présence du surnaturel dans le récit. Que ce soit par les personnages ou par les lecteurs, on ne s'étonne pas de rencontrer des animaux qui parlent ou des magiciens, ça fait partie des lois de ce monde. La fantaisie assume et revendique cet ancrage dans le merveilleux qui avait pourtant été longtemps délaissé en dehors de la littérature pour la jeunesse. On considérait que les contes étaient des choses pour les enfants jusqu'à ce que la fantaisie arrive et que Tolkien ne revalorise le conte de fées. La fantaisie prétend d'ailleurs même être l'héritière directe, la continuation des plus anciens récits merveilleux. Alors, pour ma part, je pense que ce n'est pas le cas. On ne peut pas dire que la fantaisie commence avec les mythes, que ce sont 2 choses bien différentes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle en reprend les codes et les figures. Elle emprunte en particulier très massivement donc, au merveilleux médiéval. C'est ce qu'on verra dans cette première partie. Sous cette catégorie large, les différentes apparition du merveilleux au Moyen-Âge, il est en fait question de plusieurs traditions écrites qui vont être très largement fondues ou refondues ou confondues dans le chaudron de la fantaisie. C'est à nouveau une expression de Tolkien, l'incontournable, que je reprends. Tolkien parle de soupe du conte où on ajoute progressivement de nouveaux éléments qui vont venir s'amalgamer dans une même recette. Et dans ce bouillon, eh bien, on trouve les mythologies privilégiées par le genre depuis les origines, à savoir les mythologies nordiques, scandinaves et germaniques, et les mythes celtiques, c'est-à-dire les traditions qui ont été privilégiées à partir du romantisme par rejet des mythes antiques, des mythes gréco-latins, qui, eux, étaient associés au classicisme, par rapport auquel les romantiques voulaient prendre leur distance. C'est ce retour à ces mythes considérés comme moins connus, à la fois plus exotiques et plus proches des consciences nationales de chaque peuple. Or, ces traditions ne nous sont accessibles qu'à partir de leur transcription médiévale. On a envie de penser qu'elles sont plus anciennes que cela, elles le sont, mais elles nous parviennent déjà par l'intermédiaire d'une culture qui est celle du Moyen-Âge christianisé, qui ne correspondait plus à leur contexte d'apparition. On les rencontre à partir de leur mise à l'écrit par des clercs médiévaux, à partir du Xe siècle, essentiellement, et souvent plus tard. Il en va de même pour le personnel merveilleux de type folklorique. Les nains, les elfes et autres fées qui peuplent la fantaisie et qu'on associe au départ, dont on peut associer les origines aux contes populaires. Des ouvrages comme ceux des universitaires Claude Lecouteux ou plus récemment Christine Ferlampin-Haché ou Laurence Flankner se consacrent à pister la trace et les contours premiers de ces créatures dans les textes médiévaux où ils font leur première apparition. Enfin, la littérature médiévale, j'ai mis les fées au Moyen-Âge, est
il est fait après le Moyen-Âge. Hein. Voilà, c'est typiquement comme ça que fonctionne le médiévalisme, avec Christine Ferland-Haché, et qui voilà, elle-même écrit sur les textes médiévaux, qui coordonne avec souvent ses doctorantes des journées sur le post-médiéval. Oui, et donc dans le merveilleux médiéval, on va avoir aussi tout ce qui relève, donc, à proprement parler, de la littérature, donc ces siècles durant lesquels la production littéraire a quand même connu de nombreux bouleversements, mais que la fantaisie a tendance à réduire aux deux genres principaux, le plus ancien étant l'épopée, qui prend en français la forme de la chanson de geste, puis le roman, et notamment la matière de Bretagne, donc le roman arthurien, qui se développe à partir du XIIe siècle dans l'œuvre de Chrétien de Troyes, et qui forme une des grandes sources de références médiévales pour la fantaisie qui entend s'intéresser à cette période. Donc ça, c'est vraiment les mythologies, les créatures folkloriques et ces deux types de littérature, et en particulier arthurienne, c'est les principales références que la fantaisie emprunte au Moyen-Âge. Et elle relève de ce que le médiéviste Francis Dubost appelle la médiévalité diffuse. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment tirées davantage d'une image parfois assez distante du Moyen-Âge, hein, et pas de la fréquentation ou de la connaissance directe des textes et de l'histoire médiévale. Je n'ai pas parlé de l'histoire médiévale, hein, parce qu'on voit qu'a priori, ici, on va voir qu'elle revient, hein, mais a priori, l'histoire avec un grand H n'a pas grand-chose à voir là-dedans, puisque qui dit fantaisie dit magie. Forcément, ce sera une version très revisitée de l'histoire. Mais en fait, elle fait aussi partie du répertoire du genre. Hein, elle arrive seulement un peu plus tard dans son développement. Donc, les emprunts thématiques des romans de fantaisie à une tradition littéraire médiévale plus ou moins diffuse, hein, sont à la fois massifs, mais aussi très vagues. Liaison dangereuse, parce que ce qu'on peut tirer du Moyen-Âge via la fantaisie qui prétend en parler est en fait, et ça on s'en rend compte très vite quand on s'y intéresse, assez loin de ces sources. Donc, c'est au Moyen-Âge occidental que le décor de la majorité des productions en fantaisie, inspiré en cela principalement de l'œuvre de Tolkien, on y reviendra, doit son atmosphère, et c'est à ça qu'elle fait immanquablement penser. On va avoir des paysages ruraux d'où émergent des tours, des châteaux, des villages, de rares villes, se déployant essentiellement entre forêts et rivières, qui sont les points nodaux des espaces imaginaires médiévaux, où elles font figure de frontières vers l'autre monde. Des héros qui rappellent, bon, en général d'assez loin, si on entre dans le détail, mais qui rappellent les types médiévaux du roi, du chevalier et de leurs compagnons enchanteurs, les arpentent à pied ou à cheval. Ils tirent des armes blanches, hein, les combats se font de cette manière-là. Ils vont croiser des créatures venues de l'imaginaire médiéval. J'en ai cité quelques-uns, il y aura aussi des plus méchants, hein, des trolls et quelques dragons. Et puis des peuples, hein, dont le degré d'évolution est aisément identifiable comme pré-technologique et même souvent féodal, hein, quand on entre un peu dans la structure de politique qui semble régir ces populations. Donc, c'est vraiment une contextualisation médiévaliste qui est devenue un véritable facteur de reconnaissance du genre, hein, extrêmement partagé entre les œuvres, et que les lecteurs de fantaisie s'attendent à trouver quand ils abordent l'essentiel des œuvres du genre. Mais en fait, à part quelques exceptions du côté de la fantaisie historique ou de la fantaisie arthurienne, ces éléments s'actualisent très peu dans des caractéristiques plus détaillées qui renverraient directement à une époque précise. Bien sûr, la connaissance directe et personnelle des œuvres du Moyen-Âge ou de son histoire n'est ni une condition d'accès à la création, ni a fortiori une condition d'accès à la lecture et au plaisir pris à découvrir ces autres mondes. La roue du temps
de Robert Jordan, L'apprenti assassin de Robin Hobb, Les mondes des Wieland de Pierre Bottero, La Moira d'Henri Lovenbruck. Ce sont des exemples de fantaisie épique médiévale, mais qui ne se déroulent pas au Moyen-Âge. Se déroulent dans des mondes parallèles qui font penser au Moyen-Âge. Ils ne prétendent pas autre chose. Hein. Ce qui est sûr, liaison dangereuse dans l'autre sens, c'est que leur diffusion et leur multiplication de ces mondes-là a bien un effet en retour sur ce que nous pensons être le Moyen-Âge, sur la manière dont on se représente cette époque quand on imagine voilà, ce à quoi ça pouvait ressembler. La fantaisie rétroagit sur nos représentations collectives. Je vous ai mis ici un exemple tiré de la récente série La Roue du Temps diffusée sur Amazon. Donc, ce qu'on voit par exemple au niveau de la culture matérielle, c'est des costumes avec des capes, du cuir, du feutre, de la peau retournée. Les mêmes éléments qu'on va retrouver dans la reconstitution historique, par exemple. Et puis, au niveau des architectures, d'un travail du bois, de la pierre, des rues étroites et toute une vie populaire qui se déploie à l'extérieur des maisons, avec à l'arrière-plan un paysage grandiose et préservé. On a d'un côté une des villes et puis d'un côté le village de départ qui est dans un magnifique paysage de montagne. Le recours syncrétique à des créatures ou à des panthéons imaginés, inspirés des mythologies du Nord-Ouest, de l'Europe, et de la même façon si diffusé que son lien précis à ses sources est diffus. Il s'agit davantage d'une sorte, tous ces éléments, d'une sorte de répertoire du genre où les auteurs viennent piocher et chacun va ajouter soit ses ingrédients, soit plus souvent son mélange spécifique, sans ajouter vraiment de nouveaux forcément éléments, mais en les retravaillant autrement. La fantaisie, c'est une littérature qui retravaille constamment ces stéréotypes et qui réussit à obtenir suffisamment de variations pour que son public demeure intéressé. Donc, il ne faut pas croire que c'est toujours pareil. Sinon, ça ne marcherait pas. Et donc, la circulation, elle se fait bien plus entre les œuvres de fantaisie elles-mêmes. Elles se construisent les unes par rapport aux autres dans l'histoire du genre. Et extrêmement rarement, directement, depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'œuvre contemporaine. C'est une évidence, mais les médiations entre les œuvres de départ et les œuvres d'aujourd'hui sont de plus en plus nombreuses. Et elles s'interposent entre l'héritage médiéval et ses reprises. Les auteurs, ils peuvent avoir envie de retourner aux sources médiévales, mais ils ont envie de retourner aux sources médiévales pour se distinguer au sein de la production de fantaisie. C'est à ça que ça va leur servir, pas particulièrement pour objectif une authenticité. En fait, cette question de l'authenticité du rapport aux sources, elle est vraiment mal posée en ce qui concerne la fantaisie. Donc, tout ce qu'on peut entendre sur le rapport de la fantaisie au Moyen-Âge, y compris tout ce qui va avoir rapport avec l'épopée, le fait que très souvent on va utiliser le terme épique, on va le retrouver constamment sur les quatrièmes de couverture pour désigner la grandeur de telle ou telle quête ou de tel ou tel personnage. C'est largement dans le cadre d'une autopromotion, d'un travail de légitimation du genre. Le genre essaye de se rattacher à des sources et à des origines qui le grandissent, mais sans que le lien, alors ni aux épopées antiques, ni à la forme spécifique qu'elles ont prise au Moyen-Âge, à savoir la chanson de geste, ne soit présente. Par exemple, le merveilleux chrétien, qui était la forme spécifique du merveilleux dans les chansons de geste, les miracles qui prenaient place, ont quasiment disparu dans la fantaisie. Je dis quasiment pour garder une marge d'erreur si jamais il y a des grands spécialistes ici et qui vont me dire si, il y en a. Mais bon, voilà, a priori, ça a disparu. Alors qu'à l'origine anglaise du genre, les auteurs étaient pourtant de profonds croyants
catholique ou protestant, catholique pour Tolkien, protestant pour C.S. Lewis. Mais ils ont pris très soin de dissimuler leur message religieux sous une forme plaisante, pas le laisser ressortir trop, et donc il a pu devenir invisible aux yeux de générations de lecteurs moins au fait de cette culture-là. Et aujourd'hui, ça n'est plus que très rarement le cas, cette présence du religieux ou du sacré sous une forme directement reliable à une religion dans la fantasy. Le désir de transcendance perdure, mais il se reporte bien davantage sur des formes de spiritualité alternatives, entre guillemets, ou naturelles, comme la Wicca, le néo-druidisme, la Satrou, qui est inspiré de ce qu'on peut supposer exister comme rite nordique. Donc voilà, on va dans la même lignée que les références médiévalistes, essayer de retrouver d'autres formes de sacré qui, dans les intrigues, sont bien souvent opposées à des monothéismes qui, eux, vont être représentés comme malfaisants, parce qu'ils sont devenus les symboles d'une intolérance que le genre rejette profondément. C'est un genre de tolérance, de la tolérance, qu'elle soit religieuse au départ ou inclusive aujourd'hui. C'est une des tendances très fortes dans la littérature de fantasy. Et les croyances monothéistes sont très, très souvent représentées dans les œuvres sous la forme de communautés fanatiques, d'individus ou de communautés fanatiques. Dans la route du temps, voilà, les prêtres de la flamme blanche qui torturent des sorcières, et ça n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. C'est quelque chose de très généralisé. Alors, je n'ai pas encore parlé, donc j'ai parlé un peu de ces mythologies et cultures qui échappent au double héritage classique et chrétien. C'est vraiment ça qui intéresse dans la fantaisie, de réussir à trouver autre chose, à sortir du classicisme et de l'héritage judéo-chrétien. Actuellement, c'est les Vikings qui ont la cote dans cet ordre-là. Mais donc, la source qui fournit le plus d'occasions de reprise et les plus directes dans la fantaisie depuis ses origines, c'est le roman arthurien. On a énormément d'avatars de Merlin, d'Arthur, directement comme ici, ou plus indirectement à travers Gandalf, qui lui-même donne Dumbledore, qui lui-même donne d'innombrables lignées de mentors à capuchon et à barbe et à pouvoir magique. En tout cas, dans l'histoire de la fantaisie, puisque l'histoire de la fantaisie est quand même essentiellement anglophone jusqu'au début des années 2000, le succès de la matière arthurienne dans le genre s'explique par la dimension nationale d'Arthur, qui est en tout cas envisagé comme le héros de l'unité de l'île, et puis aussi par l'existence de textes qui relatent ses exploits dans une langue anglaise relativement accessible, relativement facile d'accès, puisque la grande source de la fantaisie arthurienne, c'est le Morte d'Arthur de Thomas Malory, donc qui est une synthèse, une compilation, une somme tardive, qui donc a été rédigée a priori en 1470, et puis qui ensuite a bénéficié d'une impression, une version imprimée très tôt. Donc, non seulement c'est de l'anglais, ensuite c'est de l'anglais, un moyen anglais tardif qui est vraiment lisible. En plus, c'est une version qui a été imprimée, et donc c'est vraiment celle-là qui est restée comme le modèle identifiable des emprunts anglophones modernes. C'est d'elle que sont tirées la plupart des images durablement associées à la légende arthurienne. Et d'ailleurs, elle est fréquemment citée directement par les auteurs de fantasy aujourd'hui. Tout ce courant des œuvres que je vous mets là, à partir de T.H. White, et le premier, je ne sais pas pourquoi ils n'apparaissent pas dans le bon sens, mais en passant par Mary Stewart et Marion Zimmer Bradley à peu près au même moment,
fin des années 70 et années 80, et Gillian Bradshaw, qui est déjà dans les années 90 une relecture celtisante de la fantaisie arthurienne, selon une tendance très, très bien représentée. Donc on a tout un courant qui se consacre exclusivement à proposer des variations sur cette matière qui appartient à un patrimoine commun et relativement bien connu. Donc, plus on en fait, plus on peut en faire. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Les œuvres s'accumulent et elles peuvent compter sur une stratification progressive des connaissances chez le public, une espèce de montée en expertise. Et on va retrouver ces personnages et ces épisodes dans des cadres spatio-temporels désormais extrêmement variés. Donc, il existe effectivement des cas, et nombreux, où l'affiliation avec les textes médiévaux s'impose en fantaisie. L'intertextualité médiévale, elle est même souvent revendiquée par certains auteurs. Ça peut être par le biais de préfaces ou de bibliographies ou de notes de bas de page, donc autant d'éléments qui miment un petit peu une écriture érudite, une écriture académique auxquelles les auteurs ont envie de se rattacher pour faire ressortir cet aspect-là de leur travail. Marion Zimmer Bradley, qui était sur la slide précédente, dans Les Dames du Lac, dans son corpus de référence au début de l'ouvrage, elle cite Malory et Robert de Boron dans son corpus. Alors bon, elle cite aussi les cercles néo-druidiques de Hawkmoon qui l'ont accueilli et qui lui ont permis de mieux connaître les rites. Mais bon, voilà, en tout cas, il y a un certain nombre de noms d'auteurs du Moyen-Âge qui y figurent. Jean-Louis Fedgen, aussi, dans son cycle des elfes, vous vous demandez pourquoi, en quoi c'est arthurien, mais en fait, c'est arthurien, ça raconte le préhistoire d'Arthur, ça se finit, il y a une épée qui est fichée dans une pierre et tout est prêt pour que le jeune Arthur naisse et vienne la retirer. Donc voilà, c'est un prequel arthurien. Et lui, donc, il cite des morceaux entiers de romans en prose tirés des versions bouquins. Il cite les poèmes attribués à Taliesin, des sources irlandaises, et il propose une grosse bibliographie finale, alors qu'il mêle, comme toujours dans ce genre-là, beaucoup de choses différentes, mais notamment des textes vénérables et des études critiques reconnues, aux côtés de textes de vulgarisation ou de textes plus contestés ou contestables. Jean Marcal a fait beaucoup de mal aux études celtiques en France. Bon, donc on a vraiment ici une démarche qui relève de cette volonté de légitimation dont je parlais, qui sert à équilibrer dans l'évolution du genre son accès toujours plus grand au succès public. C'est un genre très populaire, de plus en plus largement populaire, et qui, dans l'autre sens, fait des efforts pour rappeler, les auteurs aiment rappeler qu'ils se documentent, eux aussi, au moins autant que les romanciers qui font de la fiction, entre guillemets, historique, et dans la fiction historique, on trouve de tout. Et puis les publics apprécient également cet aspect. Beaucoup d'amateurs de fantasy sont également férus d'histoire médiévale, et les deux communautés se croisent souvent à des degrés divers. Il y a des histos qui rejettent violemment la fantaisie et tout élément imaginaire parce que ça ne correspond pas à ce qu'eux identifient comme leur goût. Et au contraire, il y en a pour lesquels les deux passions sont très intimement liées. Je ne peux pas expliquer pourquoi ces extrêmes se rencontrent, mais même en général, quand on discute avec des gens qui se piquent de reconstitution historique très rigoureuse, par exemple, on trouve dans leur histoire personnelle, dans leur imaginaire privilégié, des sources de fantaisie pratiquement invariablement. Bon, je prêche pour ma paroisse.
Donc, dans l'histoire du genre, hein, c'est ma deuxième partie, je vais aller plus vite, on peut en fait repérer un mouvement qui va, à l'origine, on a des sources bien connues, mais par rapport auxquelles on affiche une certaine distance. Au départ, les auteurs connaissent très bien le Moyen-Âge et s'en éloignent. Et puis, progressivement, hein, on va aller vers ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'affichage d'une érudition qui est pourtant moins assurée. Ou disons qu'elle est en tout cas plus caractéristique de notre époque. Hein. Désormais, aujourd'hui, il est possible de documenter très vite, assez bien, sur à peu près n'importe quel sujet, mais souvent de façon un peu superficielle, hein, ou assez décousue grâce aux ressources numériques. Et donc, voilà, ce qu'on trouve aujourd'hui comme documentation dans la fantasy, c'est un peu le résultat de ces accès très faciles à l'information. Forcément, ce n'est pas le niveau d'approfondissement qu'avait un philologue comme Tolkien ou qu'ont encore aujourd'hui des étudiants qui poursuivent des spécialisations médiévales. Donc, le genre, hein, s'éloigne progressivement de la fréquentation directe des sources. La naissance de la fantasy coïncide exactement avec le grand développement du médiévalisme anglais à la fin du XIXe siècle. L'affiliation est directe entre le groupe d'artistes qui ont choisi de s'appeler la confrérie pré-raphaélite, qui remonte en amont de la Renaissance de Raphaël pour retrouver des inspirations médiévales, et les premières œuvres identifiées du genre de la fantaisie. C'est le même groupe, hein, avec les figures notamment de Christina Rossetti, qui est poétesse, conteuse et la sœur de Dan Gabriel Rossetti, qui est le fondateur, hein, de la première confrérie, et surtout William Morris, donc, qui lui est artiste et artisan multiforme de la réinvention du Moyen-Âge, qui est à la fois un homme politique socialiste très actif, un imprimeur, l'inventeur de l'artisanat d'art, un poète, un peintre, et sur la fin de sa vie, donc ça c'est ses impressions à Kelmsmode Press, hein, à la fois de Chaucer et de The Thundering Cloud, qui est un de ses propres romans. Hein, et donc ça, c'est les fameux motifs, hein, qui sont toujours diffusés par la Morris Company et qui reviennent un peu, de plus en plus à la mode, je m'en réjouis. Et en même temps, c'est vraiment l'inventeur de la fantaisie moderne, hein, dans les romans de la fin de sa vie, hein, dont La source au bout du monde, hein, qui a été le premier à être traduit par les éditions Forge de Vulcain, qui se consacrent à cette traduction, et où on met un tableau de Burne-Jones dans la couverture de la belle édition en facsimilé pour justement rappeler, hein, cette association avec l'esthétique pré-raphaélite. William Morris, ou aussi Edison, E.R. Edison, qui est l'auteur de Simiam via The World, le serpent Ouroboros, en 1922, donc qui est aussi une des premières œuvres du genre, partage à quelques décennies d'écart, puisque Maurice, c'est plutôt toute fin du 19e, il partage un intérêt pour les textes islandais et scandinaves. Tous deux ont traduit des sagas norroises. Ils font partie de ceux, hein, qui ont œuvré pour la transmission de ces textes à destination d'un plus large public. Donc, ce sont un des très grands connaisseurs de ces traditions-là. Et c'est via ces mêmes mythologies et ces mêmes textes que Tolkien est venu au genre de la fantasy, hein, à la recherche d'une mythologie pour l'Angleterre qui pourrait précéder ou concurrencer l'héritage romain. Il a trouvé au départ, hein, essentiellement les mythes germaniques et scandinaves, de quoi en fait fournir un cadre de fiction à ses créations philologiques, puisqu'au départ, hein, il invente des langues, il invente des langues sur les patrons des langues anciennes, et il veut créer un monde pour y faire évoluer des gens qui parlent ces langues de manière vraisemblable, hein, et c'est comme ça qu'il invente la Terre du Milieu. Donc lui, toute sa vie, hein, il a été un universitaire médiéviste spécialisé en vieil anglais, en anglo-saxon, et en particulier
un des plus grands connaisseurs du poème Beowulf. Et à Oxford, il fréquente, il est collègue d'un autre romancier bien connu du genre, qui est C.S. Lewis, donc l'auteur des Chroniques de Narnia, qui lui est spécialiste de l'allégorie médiévale. Donc, la grande... c'est pas la naissance du genre, c'est le développement du genre au milieu du XXe siècle. Il est le fait de spécialistes érudits du Moyen-Âge, mais en fait, peut-être parce qu'ils sont si familiers de ces traditions ou peut-être parce qu'ils veulent bien marquer la différence, eux vont avoir à cœur de s'affranchir de sources ou de comparaisons littéraires possibles trop évidentes. Notamment dans le cas de Tolkien, qui au fil des versions de sa légende de Beren et Lúthien va gommer tout ce qui lui semble trop évident comme rapprochement. Notamment, il va gommer la comparaison avec le couple maudit de Tristan et Iseux. Il va changer le toponyme Brocéliande, qui apparaissait dans les premières versions, pour l'appeler Béréliande. Donc voilà, il va décider que ça ne doit pas trop ressembler à des sources pour garantir aussi une autonomie supérieure à son invention. À la génération suivante, mais il publie ses premiers ouvrages exactement en même temps que ceux de Tolkien et de Lewis. On a aussi Poul Anderson, donc américain, et qui lui aussi puise encore à ses sources scandinaves, puisqu'il est d'origine danoise, il y a passé son enfance, et cette culture familiale qui lui inspire ses premiers romans. Trois cœurs, trois lions, c'est sur Ogier le Danois, c'est une variante de ce cycle-là. Et L'épée brisée reprend un certain nombre d'histoires des Eddas. Alors, dans un second temps, ils vont laisser place, donc c'est la seconde grande vague de fantaisie à partir des années 60, à des produits qui peuvent sembler de plus en plus dérivés. J'utilise volontairement ce terme de produits dérivés, parce qu'il y a plein de produits dérivés de la fantaisie. En fait, la logique de constitution d'un genre se met en place. Les exemples fondateurs sont désormais assez nombreux, donc ils sont perçus comme formant un ensemble, il y a un répertoire commun qui se consolide. Et donc, les auteurs, maintenant, peuvent se lire entre eux, avant tout. Bon, en plus, l'héritage anglais se mêle à la pulp fantasy américaine et le déploiement multimédiatique s'accélère, en particulier avec le développement des jeux. À partir du milieu des années 70, les jeux de rôle font leur entrée. Et donc, ça va être l'époque des grands cycles néo-tolkieniens des années 80 et 90, qui effectivement sont très répétitifs, parce qu'ils creusent ce sillon-là. Et ils le creusent alors pour la première fois, donc il faut le rappeler. Et tant et si bien que se constitue, comme le constate avec humour l'autrice Diana Wynne Jones, qui publie un guide de Fantasyland, donc une espèce de pays de fantasy qui est un espèce de mauvais cliché du Moyen-Âge devenu parc d'attractions. On commence par une taverne et là, on s'assoit, on prend une bonne cervoise, on rencontre les compagnons de quête. Et voilà, donc il y a un décor très explicitement artificiel qu'elle nous décrit, qui sert à mettre en scène des aventures sur mesure pour les différents quêteurs. Et c'est à ce moment-là que la filiation intertextuelle avec des textes médiévaux est parfois revendiquée par des romanciers. Voilà, parce que, justement, ils ont envie, par rapport à ce qu'est devenue la fantaisie, de retrouver quelque chose qu'ils identifient comme une origine déjà perdue du genre. Alors, heureusement, ce que nous permet de voir Diana Wynne Jones, c'est que très tôt, le genre ne se prend pas plus totalement vraiment au sérieux. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Et je pense que c'est aussi un des éléments qui explique la pérennité du genre. C'est que le genre sait mettre à distance ce que peut avoir littéralement d'emprunté
son rapport au sacré, ses grands héros, voilà, une certaine conception du monde à la fois morale et narratif. La production de parodies permet de jeter un regard goguenard sur tous ces hypotextes très sérieux. Et ça montre que le lectorat sait repérer ce qu'il pourrait y avoir de trop limité là-dedans. Et le plaisir de retrouver le pays perdu, qui est le plaisir de la fantaisie, pour être viable, doit quand même accepter de ne pas être tout à fait pris au sérieux. C'est-à-dire que la fantaisie, c'est vraiment un genre auquel les gens croient sans y croire, jouent à croire, et ça en fait un modèle du fonctionnement de toute fiction. C'est vraiment comme ça que fonctionne la fiction, et la fantaisie le fait ressortir de manière hyperbolique. Bon, l'histoire ne s'arrête pas là parce que le grand renouveau du genre à partir de la fin des années 60, à la fin des années 90, excusez-moi, avec Harry Potter et avec le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Donc le grand renouveau du genre, son grand succès populaire, a entraîné un besoin de variation très profonde, parce qu'il fallait absolument renouveler les canons du genre autrement que par la parodie. Et c'est à ce moment-là qu'on voit arriver très fort les apports historiques, entre guillemets, pour nuancer l'aspect historique, et puis pour nuancer aussi le côté nouveau de la chose, parce qu'en fait, ce sont bien davantage des fictions historiques qui sont ici reprises. Et donc, on va avoir une espèce de croisement entre la fantaisie à la Tolkien, un modèle un peu vu et revu, daté, obsolète, et puis des éléments empruntés cette fois aux fictions historiques, à la Walter Scott ou à la Maurice Druon. Rien de bien nouveau, puisque c'est quand même des exemples anciens, mais effectivement, ça permet quand même un vrai renouvellement de l'imaginaire, parce que celui qui est convoqué est complètement différent. L'opposition entre Moyen-Âge littéraire et Moyen-Âge historique, c'est celle entre un Moyen-Âge lumineux, voilà, c'est ce Moyen-Âge rêvé, fantasmé de la lumière magnifique de la forêt de Brocéliande faisant briller la mousse, versus donc quelque chose qui est beaucoup plus boueux, sanglant, sombre, et qu'on associe au Moyen-Âge historique. Pas de raison, c'est également une construction, et on le voit bien dans cet exemple tiré d'un même Internet. Donc ça, c'est le Moyen-Âge barbare, le Moyen-Âge repoussoir versus le Moyen-Âge imaginaire rêvé. C'est une opposition qui est très bien connue. Et c'est George Martin qui, face au modèle de Tolkien, incarne cette dernière tendance, et il cite sans cesse des influences venues des fictions historiques ou d'ouvrages de vulgarisation historique. Donc voilà, c'est tout le segment qui se développe beaucoup aujourd'hui, qu'on appelle la fantaisie historique, et donc qui est vraiment en pleine expansion et qui se targue, donc comme le modèle de Martin, et surtout de l'adaptation HBO de Martin, de susciter le sentiment d'un plus grand réalisme, ce qui passe par une bonne dose de violence et de crudité, avec à la fois une recherche de vraisemblance, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens vont pouvoir considérer comme vrai. La vraisemblance, c'est ça, ce n'est pas autre chose que ce que nous, on pense pouvoir être vrai, alors que c'est une construction aussi, et puis de l'érudition documentaire. Mais ça reste absolument poreux. Ça, il faut vraiment voir que la fantaisie historique, elle n'est pas plus historique que la fantaisie merveilleuse, et que notamment des tentatives pour que Arthur, le roi de Faérie, ait l'air plus historique, on en a depuis les années 70 qui accompagnent des découvertes archéologiques notamment, et des hypothèses historiques successives. Donc voilà, c'est une tendance qui correspond à un besoin de renouvellement de la fantaisie. Il y a une espèce d'oscillation entre le merveilleux et l'historique dans la fantaisie qui est très productive. Chaque auteur ou chaque génération, à partir du moment où ils ont été dans une direction, peuvent choisir de repartir la fois suivante dans l'autre sens.
Et de cette manière-là, on a vraiment un mouvement perpétuel qui réussit à s'instaurer et qui explique en partie le nombre de variantes sur l'histoire d'Arthur en fantaisie, au nombre de modulations proprement effarantes. Et pourtant, on trouve constamment des nouvelles choses à en dire actuellement. C'est beaucoup sous l'angle du gender, du genre, des personnages qu'on va pouvoir retravailler cette histoire. Alors, là, je finis, dépassé, mais je sais pas. Donc, pof, l'attrait pour le Moyen-Âge. Alors d'abord, il y a un faisceau de justification pratique, mais je vais passer rapidement. C'est un décor de jeu. C'est une époque qui est à la fois qui est hyper accueillante pour des aventures, des héros, des monstres, des merveilles. Donc, le roman d'aventure ou le jeu d'aventure trouve là un terrain idéal. Et puis aussi, dans l'image simplifiée qu'on s'en fait, parce que c'était vraiment pas du tout comme ça, c'est au contraire une période extrêmement compliquée, on y voit un modèle de classification sociale qui va permettre une répartition aisée des personnages. On a des éléments constitutifs qui semblent stables et donc des classes de personnages avec des rôles et des fonctions qui vont pouvoir leur être attribuées. C'est une des choses que le jeu trouve dans ces univers Medfan. Quand il s'agit d'imaginer ensemble, comme on le fait dans le jeu, c'est imaginons que. La base, c'est le make-believe, le faire semblant. Donc, quand on essaye d'imaginer ensemble, de partir sur un imaginaire commun, le Moyen-Âge a le très grand avantage de sa familiarité et donc de la simplification que ça lui confère. Il y a vraiment un cercle vertueux. Se plonger dans le Moyen-Âge merveilleux, c'est une évidence pour des générations entières. Alors certes, il ne faut pas que des cadres ludiques toujours semblables risquent de lasser, mais il suffit d'introduire de petites variations. Le fait que cette capacité à susciter une immersion partagée immédiate, c'est vraiment un atout majeur pour le Moyen-Âge et sur lesquels auxquels les créateurs font appel et sur lesquels ils prennent appui. Les créateurs de jeux de rôle grandeur nature le disent. Le Moyen-Âge, c'est ce qu'il y a de plus facile. Tu mets un drap, tu dis aux gens ce sera au Moyen-Âge et voilà, ils savent tout à fait quoi faire. C'est le monde qui est le plus évident. Bon, et c'est lié bien sûr, mais ce qui me semble mieux expliquer, oui, donc voilà, après, tout ce qui est divertissement collectif autour du Moyen-Âge est désormais très, très impacté par l'importance de la fantaisie, puisque des fêtes qui se disent médiévales comportent en fait aujourd'hui vraiment presque inévitablement des elfes, des trolls, etc. Ça fait désormais partie de ce que les communautés imaginaires perçoivent comme étant le Moyen-Âge. C'est lié au désir du cœur. Enfin, voilà, c'est parce que pourquoi le Moyen-Âge et pourquoi ce mélange entre le Moyen-Âge et la fantaisie, c'est parce que c'est ce que veulent les publics, c'est ce qu'ils attendent du Moyen-Âge, c'est l'usage qu'ils veulent en faire. Et qui a trait donc à une sorte d'enrichissement intime de leur perspective sur le monde. The fulfillment of desire, the sense of the yearning of the human heart, of a kinder world, a better self, a fuller experience, a sense of truly belonging. L'attirance sur cette période, en accentuant les composantes merveilleuses, magiques et martiales, éléments qui sont vraiment tirés de la fantaisie, rejoint une vision promue depuis le romantisme, qui fait du Moyen-Âge l'incarnation dernière d'un monde préservé, qui va être à la fois une origine et une fin. C'est l'origine des nations futures, c'est là-dessus que se construisent les communautés qu'on connaît aujourd'hui, c'est là que se créent les grands récits qui construisent les identités nationales. Et puis c'est une fin parce que c'est les derniers temps, alors d'une nature préservée pour ceux qui vont aller chercher un Moyen-Âge écologiste, d'un homme fort pour ceux qui vont aller chercher un Moyen-Âge viriliste ou militarisé, qui, il ne faut pas se le cacher, est aussi une des formes d'appropriation imaginaire très forte de cette période. Et surtout, le rapport fantasmé entre les deux, entre le monde et l'homme, qui est
imaginée comme l'époque de la certitude, de l'unanimité, l'époque d'avant les schismes, hein, où l'inscription dans le monde se faisait comme enchantement, comme pouvoir, hein, avec une espèce de présence du sacré immanent, permanente, etc., d'avant la séparation. C'est ce fantasme-là de la fantaisie, du Moyen-Âge dans lequel la fantaisie s'inscrit très profondément, hein, dans lesquelles elle plonge ses racines. La coïncidence retrouvée de l'espace et de l'être. C'est ça qui favorise des appropriations fantasmatiques, que ce soit sur le mode de l'identification ou du rejet. Tout cela est en outre voué à être, je pense que c'est la fin, ouais, à être perdu, hein, dans la violence ou dans le délitement. Le Moyen-Âge, il est loin de nous. Les mondes de la fantaisie, ils sont loin de nous. C'est l'éloignement, c'est la nostalgie qui en fait le prix. La fantaisie, ce n'est pas le mythe, ce n'est pas le Moyen-Âge, c'est le mythe et le Moyen-Âge retrouvés par-delà des temps incommensurables et complètement impossibles à réduire, hein, et tout le monde le sait. La fantaisie, elle ne raconte jamais l'après, elle ne va jamais aller vers quelque chose qui serait... La technologie arrive, enfin très très rarement dans les annales du disque monde, par exemple, ça arrive, mais voilà, c'est très très rare qu'on choisisse de raconter l'évolution du monde. On va plutôt choisir de revenir en arrière, de faire des prequels, de faire des enfances, de faire les contes et mythes de tel ou tel univers dans lequel on a vu se dérouler des aventures. On remonte en arrière. Toujours le choix que la fantaisie fait, c'est celui de l'enfance, c'est celui de la jeunesse, hein, y compris dans une violence ou dans une sauvagerie qui sont aussi celles de ces âges-là. Bon, donc je conclus, hein, sur cette idée pas fort originale, mais toujours puissante. Le Moyen-Âge, c'est vraiment le paradigme, hein, de ce merveilleux perdu. Ça fonctionne dans l'imaginaire comme une enfance du monde. Et la fantaisie, c'est la modulation contemporaine du regret de cet espace et de cet espace tant perdu. Je vous remercie.